Bonjour, donc je m'appelle Frédéric Amal, je suis coach agile. Voilà. Alors, on est ici, pareil, pour parler de l'impact du cloud sur le product management. Alors, c'est peut-être un peu ardu ou difficile de dire, c'est un sujet quand même, le jeudi, 5h30, 6h30, c'est ça, non? 7h, sur un sujet aussi ardu comme ça et tout. Ben, vous savez quoi? C'est à peu près ce que j'ai vécu quand Cyril m'a téléphoné en me disant « Frédéric, il y a un sujet sur lequel on pourrait parler, etc. etc. » J'ai fait « Oh là, quel sujet? Attends, j'allais boire une bière. » Et puis, en discutant avec Cyril, il s'est avéré qu'il y avait peut-être une pépite à aller rechercher. Donc, merci Cyril. Au passage, ça fait toujours du bien. Voilà. Alors, avant de commencer et de vous en dire plus, je vous ai distribué un petit post-it. Et vous avez pour certains des stylos. Alors, je vais vous demander de prendre une minute et de réfléchir. Alors, qui c'est qui travaille dans un environnement où il y a du cloud? Là, levez les mains parce que. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Non, là-bas, les jeunes. Ah, je vois que là, 30 ans, cloud, les jeunes, ils en font plus déjà. Bon. Alors, bon, les jeunes, vous allez peut-être vous projeter, vous, les trentenaires là-bas, bon, ça va être nickel. Alors, j'aimerais bien que vous notiez, vous, quel est l'impact que vous voyez du cloud dans vos organisations sur le product management. Notez-le, je vous donne une minute. Ceux qui n'ont pas de stylo, vous notez votre mot, puis vous passez à ceux qui n'ont pas de stylo. D'accord? Allez, ça va prendre une minute. C'est parti. Allez-y. Donc, l'impact, quel est pour vous l'impact que vous avez vu, l'impact du cloud sur le product management? C'est vrai qu'on est, bon, il y a pas mal d'insiders ici, donc on connaît déjà les réponses, mais surtout pour ceux qui, nous, ça va nous permettre de voir si on ne s'est pas trop trompé dans notre analyse et dans le travail qu'on a fourni. Que ce soit sur l'organisation, sur les pratiques, enfin voilà, sur l'impact que ça a pu avoir dans votre équipe. Ouais. Sur le produit. Vous pouvez marquer pas d'impact, notable. Ouais. Mais ce qui est déjà une forme d'impact. Hein. Ça s'est passé smooth. Voilà. Ça s'est passé smooth, ça, il n'y a rien à dire. Ah, c'est que ça ne s'est pas vu. Alors, finalement, on a changé. Bravo. Ça pas tu vas prendre notre place, du coup. Ok, la minute est passée. Qui c'est qui a besoin d'un peu plus de temps? Ouais, un peu plus de temps, là? Non. Alors, on ne va pas vous demander de la bosser, vous allez garder ça et on va en parler après. D'accord? Ok. Merci. Alors, en fait, donc Cyril nous a contactés, il a monté un groupe parce qu'il avait vu des choses bouger autour de lui. Alors, c'est notre devin, Cyril, c'est notre sourcier qui bougeait les baguettes. Et ce groupe, donc on a pas mal itéré. Alors, le groupe était guidé par Hamza, que vous voyez ici. Donc, il nous a tous coordonnés, il nous a tous fait travailler ensemble. Et on a identifié 3 slots de travail pour mesurer cet impact, pour l'appréhender. Le premier slot de travail, c'était des entretiens. Donc, on a fait passer des entretiens, c'est Juliane qui va nous en parler plus en détail. On a fait passer des entretiens à pas mal de nos clients pour voir ce qu'ils voyaient. Alors, elle va nous expliquer en détail comment ça s'est passé, etc. Puis les conclusions qui en sont ressorties. Ensuite, en parallèle, on s'était fait une conviction. Donc, c'est une idée, c'est une conviction, c'est quoi? C'est une hypothèse dont on a dit, elle est tellement vraie celle-là, on y croit vraiment, mais bon, ça reste une hypothèse. Et donc, cette conviction, en partie, on l'a validée avec les entretiens. Et on l'a mise en page, ce qu'on appelle, on l'a mise en page comme d'offre, on a utilisé un one page. Alors, je vous expliquerai, ça c'est la partie dont je vous parlerai. Et enfin, on a monté une formation. Eh bien oui, et s'il y a un impact, si ça impacte le product management, tous les rôles qui sont dans le product management sont impactés. Donc, comment on fait pour y pallier ou pour prémunir nos collaborateurs vis-à-vis de ce changement? Et là, c'est Hamza, notre leader, qui va vous expliquer les formations qu'on a mises en place. Donc, je vous propose de commencer. Donc, le premier slot, c'est le slot entretien. Alors, Juliane, toi qui as si magistralement
bien travaillé, les entretiens sont censés Avec se d'autres, ouais. avec d'autres. Mm. Est-ce que tu peux nous expliquer quelle était l'intention de ce slot? Oui. Et pourquoi, finalement? Pourquoi on a fait ça? Bon, du coup, en effet, comme l'a dit Frédéric, on est parti de certains constats qu'on a pu voir chez nos clients, lors de nos missions, etc., en discutant aussi, bien sûr, entre nous en interne. Et l'idée, c'était voilà, de se forger déjà une conviction sur voilà, l'impact du cloud sur les métiers du product management et plus particulièrement du product owner. Et en fait, on s'est dit que pour aller confirmer ça, il allait falloir qu'on fasse des interviews, aller sur le terrain auprès de nos clients et de prospects, et de pouvoir, voilà, déjà dans un premier temps, identifier leurs points de blocage, les points d'amélioration qu'ils ont pu identifier pendant leur migration cloud. On sait qu'aujourd'hui, une grande majorité, en gros 90% des entreprises sont déjà en cours de migration sur le cloud. Et donc, l'idée, c'était de pouvoir identifier les difficultés auxquelles ils ont pu faire face pour ensuite confirmer ou infirmer les hypothèses qu'on avait pu se forger ou en tout cas qu'on avait pu identifier sur l'évolution du rôle de PO et plus largement aussi sur l'évolution des compétences et des connaissances qu'il faut acquérir quand on migre sur le cloud. Et enfin, voilà, pouvoir voir si nos propositions, dont on parlera un peu plus tard, et notre vision pouvaient intéresser les clients. Donc ça, c'était voilà, nos intentions et comment on a commencé à travailler. Alors, comment vous avez mis ça en place? Alors, du coup, comme dit, on a décidé, donc, dans le cadre de nos interviews, dans un premier temps, l'idée, c'était d'échantillonner, de savoir qui on allait interviewer, comment, etc. Et du coup, le qui, dans un premier temps, c'était on avait besoin de construire notre panel. Et l'idée, c'était d'avoir et des PO et des PM, bien sûr, mais pas que. Avoir une vision aussi plus globale de managers qui ont une vision plus large et qui ont pu accompagner les projets de transformation de migration du cloud. Et donc, c'était des chief product owners, des chief technical owners, etc. Et aussi des IT managers, des responsables de programmes de migration, etc. L'idée, c'était d'avoir des interviewés qui utilisaient des techno-cloud et qui utilisaient aussi des process agiles. Donc, à la fois des gens dans la direction, dans la C'est ça. stratégie, et à la fois des gens dans l'exécution. Voilà, ouais, donc, ça, tout le panel, tout le slot, toute la transversalité, la verticalité. Donc, c'est ça. Ceux qui ont pensé la stratégie et ceux qui opéraient ceux qui sur le la terrain. subissent ou la mettent en musique, ça dépend comment on le voit. Et du coup, le deuxième volet de notre échantillon, c'était avoir des clients qui étaient aussi plus ou moins avancés dans leur stratégie de migration, dans leur migration cloud. Voilà. Ensuite, on a dû créer notre guide d'interview et l'idée, c'était de réfléchir déjà à comment on va les aborder, etc. Et le premier truc qu'on s'est dit, c'est on veut éviter de créer du biais. Donc, l'idée, c'est de les laisser s'exprimer, d'identifier s'ils avaient les mêmes tensions, les mêmes problématiques que nous et qu'on avait pu voir et les mêmes enjeux. Et donc là, on s'y est pris en 3 phases. On avait déjà la vision. Donc, pourquoi ils ont souhaité aller vers le cloud, quelle était leur stratégie, comment ils ont fait pour y aller. Le deuxième volet, c'était les moyens. Et donc, c'était de se dire comment ils ont pu accompagner cette stratégie cloud. Et du coup, là, on parlait plutôt de formation, de recrutement, de rôle, d'organisation dans l'équipe. Et enfin, l'idée, c'était aussi de savoir quelles étaient les pratiques, les comportements qui ont été amenés à évoluer et impactés par l'utilisation du cloud chez eux. Donc voilà, c'était la partie un peu plus globale pour récolter du feedback et se rendre compte de comment ça se passait chez eux. Et enfin, la deuxième partie, c'était plutôt, on les a plutôt drivés en leur proposant, en leur expliquant en fait notre démarche, notre hypothèse et voir en fait s'il y avait justement de l'appétence, si on était en phase, etc. Donc, vous avez fait la stratégie. Donc, quelle est leur stratégie, les moyens qu'ils ont mis en place, qu'ils ont réellement découvert, et puis après, tester finalement notre proposition, ce qu'on avait fait dans l'offre. C'est ça. Et en l'occurrence, un PO qui est sachant sur le cloud. Okay. C'est haletant. Maintenant, je pense que tout le monde veut savoir, mais alors qu'est-ce que vous avez appris? Alors, qu'est-ce qu'on a appris? Qu'est-ce qu'on a appris? Du coup, ce qu'on a appris déjà, c'est qu'évidemment, sans surprise, la question, c'était plus de savoir est-ce qu'on va dans le cloud, mais c'était plutôt quand est-ce qu'on y va et comment on fait. Et même si, en effet, on se rend compte aussi au travers de nos interviews que les enjeux et les objectifs de migrer dans le cloud ne sont pas les mêmes en fonction des clients, des entreprises. C'était une logique de flexibilité pour certains et de scalabilité. D'autres, c'était plutôt maîtriser les coûts. D'autres, c'était avoir des produits résilients ou pouvoir aller apporter directement et plus rapidement de la valeur aux clients avec des produits qu'on construit
voilà, avec des fonctionnalités, des microservices sur étagère, etc. Au-delà de ces enjeux qui peuvent justement être divergés, l'idée, c'est de se dire, en fait, on s'est rendu compte que la tactique pour y aller, pour migrer dans le cloud, était souvent la même. Et du coup, cette tactique, finalement, c'est souvent, on fait du lift and shift, du copier-coller, du réhébergement, parce que il faut vite y aller et c'est un premier pas. Mais du coup, on ne va pas du tout toucher au code, à l'amélioration du produit, etc., avec la simplification et l'intérêt que peut aujourd'hui offrir le cloud. Et dans un second temps, c'était la phase de refactoring, d'optimisation, où là, l'idée, c'est de traiter le legacy, c'est d'avoir des applications qui sont beaucoup plus cloud natives, en utilisant des microservices, des architectures distribuées plutôt que des monolithes, comme on connaît aujourd'hui. Voilà, l'idée, c'est voilà, de pouvoir simplifier ces applications et rapidement apporter de la valeur et de la satisfaction aux clients. Voilà, c'est un peu ce qu'on a constaté. Ce qu'on a constaté aussi, c'est que finalement, dans l'organisation pure, là, vraiment des équipes, c'est que le cloud amène quand même des changements de pratique, fait évoluer les rôles. Et typiquement, un développeur qui avant était vraiment l'équipe des devs qui était très focus sur le build, donc voilà, développer de nouvelles features, des nouvelles fonctionnalités, etc., améliorer le produit. Et bien finalement, aujourd'hui, ils ne font plus que ça. Ils font aussi voilà, tout le run. Ils doivent maintenant avoir la casquette et MCO run et build. Et là, ça change quand même beaucoup les choses aujourd'hui. Et voilà, ils vont avoir toutes ces notions aussi à intégrer dans leur dev, qui est une notion de sécurité, faire de la stratégie de patch management, s'assurer qu'il n'y ait pas de failles, voilà, être toujours en veille sur les failles que peuvent avoir leurs produits. On a toute la logique de FinOps aussi, savoir rationaliser, maîtriser les coûts, connaître comment est construit son produit pour les optimiser derrière. Et voilà, et le DevOps, comme je le disais, qui est vraiment savoir monitorer le cycle de vie de son produit tout en continuant d'apporter de nouvelles fonctionnalités. Donc ça, c'est vraiment structurant aujourd'hui sur les équipes de dev, ce qui veut dire que côté PO, ça a forcément des impacts puisque le PO, il va être obligé de maîtriser aussi et de comprendre ce qu'on entend par FinOps, SecOps, DevOps, mais aussi, pour pouvoir les prioriser dans son backlog, etc., mais aussi finalement de comprendre comment il construit son produit, comment il est structuré, pour derrière aussi pouvoir avec les clients avoir cette notion de microservices. En fait, qu'est-ce que sont les microservices? Les services managés proposés par le cloud en fonction de son produit, évidemment, parce qu'il y a un panel offert par le cloud énorme. Et l'idée, c'est de se dire, voilà, quand un client vient me voir avec des besoins, moi, en tant que PO, je sais déjà sur mon produit qu'est-ce que je peux faire en machine learning, est-ce qu'il y a possibilité de faire un chatbot, comment, etc., connaître les services qui sont proposés pour pouvoir challenger le client, aller voir l'équipe de dev avec déjà des idées. Et donc, c'est hyper important aujourd'hui pour un PO de connaître les possibilités qu'offre le cloud aujourd'hui et aussi pour planifier, structurer sa roadmap. Hyper important de savoir que dans son backlog, il ne va pas faire que développer de nouvelles features. Il va aussi devoir avoir cette idée d'améliorer le produit au quotidien. Donc voilà, toujours avoir ces deux notions que le PO doit jauger, quoi. Et est-ce que les entreprises en ont conscience de ça? Parce que ça, c'est ce qui est ressorti, nous, de notre analyse. Mais est-ce que toi, quand d'après les réponses des entreprises, elles avaient conscience de ce problème et est-ce qu'elles l'adressent? Alors, elles en ont conscience de plus en plus, en tout cas quand on leur posait la question, oui, elles ont conscience qu'en effet, c'est un plus aujourd'hui. Mais ce n'est pas venu naturellement. Mais c'est pas, en tout cas aujourd'hui, les prises de décision ne sont pas du tout encore matures. Les décisions ne sont pas de former les PO au cloud, mais c'est vraiment l'investissement massif sur les devs, sur les solution architectes, voilà, sur le refacto, etc. Donc vraiment, on investit massivement sur les formations des techniques. Et pour le coup, oui, on a conscience que ça aiderait finalement le business, mais l'aspect produit est encore pas adressé finalement. Et pourtant, dans la phase vraiment 2 de refactoring, il y a vraiment des impacts significatifs sur les roadmaps produits et sur l'organisation aussi des équipes, comme on l'a dit, vraiment que ce soit dev, mais aussi produit. Donc, c'est hyper important aujourd'hui d'avoir un alignement business et technique des entreprises et des parties prenantes aussi de l'entreprise pour se dire il faut avoir des objectifs communs business et tech et éduquer le produit à justement toutes les possibilités qu'offre le cloud. Et du coup, nous, voilà, la conclusion, c'est quoi? On a aujourd'hui identifié 2 leviers.
Le premier levier, c'est le CPTO, le nouveau rôle de CPTO, le Chief Product and Technical Officer. Et en fait, l'idée de ce rôle-là, c'est en fait un directeur qui va chapeauter et les techniques et le produit. Et du coup, voilà, il va faire s'aligner la stratégie de l'entreprise, être aligné produit et tech sur des objectifs et avoir toujours cette stratégie d'innovation, etc. Et donc ça, c'est hyper important. Par rapport à ça, du coup, on ne va pas rentrer dans plus de détails sur ce rôle-là. On a fait un meet-up du coup en avril. Et du coup, voilà, le replay est dispo sur le site d'Aveo. Donc, si ça vous intéresse d'en savoir plus sur le rôle de CPTO, vraiment, allez le voir. Il y a eu 2 CPTO du coup qui ont été confiés. Et l'un d'une startup. Du coup, ça offre une vision vraiment différente de l'autre qui était plutôt dans une gros groupe de santé web. Et donc, voilà. Donc, c'est quand même hyper intéressant. Et pour nous, c'est vraiment un levier demain pour vraiment s'assurer que le produit et la tech soient alignés. Et le deuxième, c'est vraiment, comme on le disait au début, l'objectif, c'est vraiment de former les PO, de leur donner les clés vraiment des fondamentaux du cloud, qui puissent intégrer ces aspects d'amélioration continue du produit à la livraison de nouvelles fonctionnalités, parce qu'évidemment, on travaille quand même pour apporter de la valeur au produit, apporter de la satisfaction aux clients. Donc ça, c'est primordial. Et la dernière chose qu'il faut rappeler, c'est quand même que le PO reste un PO. C'est pas lui qui prend les décisions techniques. Mais par contre, c'est important quand même qu'il soit conscient de tout ce qu'on a dit, de tout ce que le cloud peut apporter. Et voilà, être garant d'un produit stable, qui s'améliore continuellement, qui est innovant et qui apporte rapidement de la valeur. Et ça, c'est vraiment le rôle du PO. Et le cloud, c'est un plus, et c'est un plus vraiment indispensable aujourd'hui. Merci. J'ai oublié de vous le dire, si vous voulez poser des questions pendant qu'on discute, c'est des trucs qui pop-up dans votre tête et dites-le, parce que c'est toujours plus difficile de les noter puis de les dire à la fin. Tu as peut-être une question, vas-y. C'était une question par rapport à l'impact qui est plus significatif dans les factories que les touchsheets. Pourquoi il y a plus d'impact? Parce qu'il y a moins de valeur délivrée en termes de fonctionnalité. En fait, c'est vrai que c'est quand même, en fait, le PO, il est là aussi pendant la phase de migration, mais c'est vrai que ce qu'on s'est dit encore même avant, quand on préparait le meet-up, c'est que, en fait, le PO, il est souvent très mis de côté pendant la phase de migration, parce que la phase de migration, c'est un peu du copier-coller. Donc, en fait, le PO, clairement, il subit. Il y a énormément de temps qui est mis dans la migration parce qu'il faut aller vite, parce qu'il y a des enjeux business, des enjeux financiers, etc. Et souvent, il y a quand même très peu d'évolutions du produit qui sont faites, et donc il est un petit peu mis sur le côté. Donc, alors que pour autant, il a quand même un rôle à jouer. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les PO n'étant pas réellement formés à ça, formés au cloud, tout repose sur les techs. Et du coup, voilà, nous, ce qu'on se dit, c'est qu'en effet, il faudrait qu'ils soient formés pour justement aussi soutenir l'équipe et comprendre qu'est-ce qu'ils font au quotidien. Mais finalement, c'est aussi dans la phase de refactoring où là, il va vraiment aussi faire prendre conscience aux devs qu'il faut avoir cette logique et dégager de la bande passante sur le backlog pour avoir ces logiques FinOps, pour faire du SecOps, pour faire du DevOps, etc. Et avoir toujours un regard critique sur son produit, comment on peut le simplifier, etc. Je ne sais pas si tu veux compléter peut-être. Un peu généralement, moi, ce que j'ai vécu chez mes clients, c'est que généralement, en phase de migration, on ne parle pas ni avec les PO, ni avec la partie métier. Généralement, la migration, elle se fait par des équipes DevOps dédiées, ou vraiment, comme l'a dit Julien tout à l'heure, pour des objectifs business. On fixe une date, on se dit notre objectif, c'est fin 2022, tout le groupe passe sur le cloud. Et surtout, les PO qui seront impactés d'une manière indirecte, où ils subissent vraiment cette migration, parce qu'ils sont juste consommateurs des services. Donc, on leur dit soit il y a un impact sur votre roadmap produit parce que telle feature ou bien telle feature, elle doit être retardée parce que le service que vous allez consommer, il n'est pas encore migré, ou bien il y a des priorisations qui vont être actées à cause de cette migration. Mais ils n'ont jamais été, moi d'après ce que j'ai vécu, intégrés dans cette phase de migration. Ils se retrouvent après avec un produit nouveau pour eux. Et s'ils ne prennent pas conscience aujourd'hui de la valeur et de la richesse de ce produit, potentiellement, ils vont continuer de travailler de la même façon, ce qui serait vraiment un vrai gâchis, que ce soit pour l'entreprise et aussi l'expérience que le PO peut rater derrière, parce que voilà, il y a une certaine évolution, un nouveau mindset qui est arrivé, qu'il faudra vraiment l'assimiler et l'intégrer dans sa vie au quotidien. Et c'est ça, on va parler après aussi dans l'offre.
Ouais, je rephrase un peu ce que tu Ouais. dis, si j'ai bien compris. Finalement, les entreprises n'anticipent pas. Il y a vraiment un truc. Premièrement, je fais une migration technique, puis après, je vais être confronté à un autre problème. Et là, le PO, s'il n'est pas formé, ben, C'est là, tu as deux problèmes, quoi. c'est ça. Tu as deux problèmes en face de toi. Et donc aujourd'hui, vous avez constaté qu'il y avait vraiment un réel problème d'accompagnement de cette population de PO-là vis-à-vis des décisions d'immigration cloud qui sont faites par le top management. Et en fait, comme les PO subissent, mais ils ne sont pas pour le tout accompagnés. Clairement. Ouais. Moi, je dirais, c'était la migration en elle-même, c'était une décision IT. C'était une décision prise côté IT. Ils ont dit, ben voilà, on doit migrer vers le cloud. Ils ont fixé des objectifs. Mais à aucun moment donné, moi, j'ai vu chez un client où on se dit, OK, on a migré, on a fini la migration. C'est quoi la next step? Est-ce qu'il suffit juste de migrer vers le cloud et on se dit, ben voilà, on est sur une architecture microservice, on est sur le cloud et on a fini notre partie du boulot. Bien, et après, OK, j'ai migré maintenant sur le cloud, c'est la partie cachée de l'iceberg. Après, il faudra commencer à développer des applications et à faire évoluer mes applications sur le cloud. Et ce qui est vraiment le plus intéressant. Et la phase la plus riche, la plus intéressante et la plus pertinente pour l'entreprise. Ouais, voilà, En fait, la première incentive, la première intention quand tu migres sur le cloud, c'est vraiment des économies sur le cloud. Voilà. Et donc, ils y vont, ils le font. Et d'ailleurs, il y a des surprises. Ouais, c'est souvent l'objectif, mais finalement, attends, il y a quelqu'un qui te fait payer un service. Là. Surtout avec les shift. Et en fait, il y a toute une culture à mettre en place pour que ce soit rentable. Alors, quand tu fais les formations là-haut, ils te disent, hein, blablabla, donc tout le monde est au courant, mais personne ne le met en place dès le départ. Donc, tu l'apprends toujours de la même manière, hein, par l'erreur. Et puis, donc, ouais. Donc, on va passer à la. Oui, vas-y. J'avais une question par rapport au rôle du Chief Product Technology Officer. Dans votre vision, c'est plutôt une personne technique proche de ce produit. Alors après, pour répondre à ça, il y a peut-être deux questions. Pour répondre à la première, c'est quelle est l'intention du CPT? C'est ça le truc. Pourquoi il est là? Ensuite, comment il va être implémenté, ça va dépendre des écosystèmes. L'intention, c'est d'aligner encore mieux, c'est de rendre le produit et la tech encore plus concluants. Et c'est d'autant plus nécessaire avec le cloud. Alors, le cloud est à la fois un enabler, parce que permettre à des produits, à des gens qui ont une culture produit de comprendre les technologies avancées, le cloud, il est super pour ça. Il encapsule plein de complexités derrière. Donc, tu as l'impression d'être intelligent en utilisant les produits. Et tu n'as pas besoin d'avoir un bagage technique hyper avancé. Donc, on peut les rapprocher. Et ensuite, si tu veux faire de l'innovation, là, on devance un peu le sujet, mais c'est ça, si tu veux faire de l'innovation, donc être en rupture, être capable de dire, je vais récupérer des briques hyper innovantes dans le produit, dans le cloud pour construire mon produit, etc., il faut vraiment que les équipes travaillent main dans la main. Or, traditionnellement, on sait qu'on aime bien dire qu'on travaille ensemble, mais dans la vraie vie, c'est un peu plus compliqué. Et là, ça ne va pas louper. Plus on sera éloigné, moins on bénéficiera des services du cloud ou des effets positifs et vraiment de la forte valeur ajoutée du cloud. Et donc, moins ce sera bien. Alors ça va pour l'innovation, ça va aussi pour toutes les actions DevOps, FinOps, etc. Mais si le PO n'a pas compris combien c'était nécessaire de faire ça, il va y avoir un problème. Si le PO n'a pas compris combien il est nécessaire de faire de l'architecture microservice, il va y avoir un problème. Donc, le CPTO, il est là pour dire vous avez les mêmes objectifs. Et donc, nous, dans les entretiens, c'était marrant parce qu'il ne prend pas la place des gens existants. C'est vraiment au-dessus. Et son intention, c'est rendre les équipes IT et produits plus congruentes. Ils travaillent ensemble. En fait, on parle alors, d'où il vient, après, il y en a qui sont venus du produit, d'autres qui sont venus de la technique. Ça dépend. Ça dépend du chemin, du goût. On parle d'alignement, en fait, on a parlé d'alignement entre la tech et le produit. En fait, c'est de rendre intelligible la tech pour le produit et de rendre le produit intelligible pour la tech. Tu vois. Et ce rôle-là, il émerge de ça. Donc, le mec, il peut avoir un profil produit ou un profil tech. En fait, limite, on s'en fiche. C'est que la personne, elle a été confrontée vraiment à un produit. S'il est tech à un produit, il s'est dit, il y a un truc qui manque. Ou alors à la tech, et il s'est dit, les produits ne comprennent pas la tech, il y a un truc qui manque. Ça va se dire, faut vraiment les faire s'aligner, puisque tu obtiendras des résultats plus congruents. C'est bon.
C'est non congruent. Et juste Congruent. pour fermer la parenthèse, le truc le plus marrant qu'on voit aujourd'hui souvent dans les entreprises, on pratique l'agilité au niveau des équipes. C'est-à-dire, c'est là, pour moi, c'est là le seul terrain où on voit de l'IT et le produit coopérer ensemble. Et à partir du moment où on commence à escalader, on se rend compte qu'il y a un organigramme produit, il y a un organigramme IT, et là, ça se confronte. Et c'est bizarrement, les équipes, elles sont obligées à co-créer surtout de la valeur, mais à partir du moment où il y a un problème, tu as le PO qui remonte à ses responsables, les développeurs qui remontent aux responsables IT, et là, ça devient la confrontation. Et le rôle de ce CTPO aujourd'hui, c'est de fédérer, c'est d'avoir quelqu'un qui a cette vision, la même vision, et pour vraiment converger vers une vision commune entre les deux. Et c'est ce que je pense qu'aujourd'hui, l'agilité à l'échelle, il essaie d'amener via ces rituels comme le programme increment, le PI planning et tout ça. C'est vraiment d'avoir cet exercice, entraîner les équipes à faire cet exercice à chaque fois, d'essayer de converger une roadmap technique au service de la roadmap produit. C'est ce que tout le monde doit comprendre. Aussi, la technique, c'est pas juste que je dois faire briller mon CV et monter en compétence sur une techno bien déterminée parce qu'il y a telle techno qui est sortie, c'est vraiment de la mettre au profit du produit. Parce que la finalité, c'est quoi? C'est de faire des applications de qualité pour les clients finaux. Il ne faudra pas obliger toujours l'objectif final de ce qu'on fait. En tout cas, voilà, il y a ce replay. Vraiment, n'hésitez pas à aller consulter le site pour aller voir ce replay du meet-up du CPTO. Bon. On continue. Ouais. Donc, on a parlé des entretiens. Maintenant, on va parler de l'offre. OK. Et l'offre, mon cher Fred, je t'ai entendu parler tout à l'heure d'un modèle, d'un modèle et tout. Donc, et généralement, l'offre, pour moi, elle peut tout rien dire. Aujourd'hui, quelle était votre source d'inspiration? Est-ce qu'il y avait un modèle sur lequel vous vous êtes basé aujourd'hui pour rédiger cette offre? Ouais. Alors, assez rapidement, on s'est basé sur un modèle qui s'appelle le One Page. C'est quelque chose qui est aussi vieux que le Lean, pour ceux qui connaissent le Lean, qui a été remis à jour un peu à goût avec Amazon, etc. Mais donc, le One Page, c'est quoi? C'est pouvoir présenter toute ta démarche en une seule page. Et pour ça, on va aller regarder quel est le problème. Alors, plus il est sanglant, mieux c'est, puisque plus il parle. Ensuite, quels sont les enjeux d'adresser ou pas le problème? Ce problème, il existe, mais peut-être ça ne vaut pas le coup d'aller l'adresser. Ou ça vaut le coup d'aller l'adresser. Donc, quel est l'enjeu? Et puis après, on présente finalement nos propositions et nous, comment on adresserait ce problème. Et si on peut se distinguer de la concurrence, c'est encore mieux. Voilà. Donc ça, c'est un peu comme ça qu'on a travaillé. OK. Et du coup, lorsqu'on parle de cloud, on parle de beaucoup de techno. Et je pense que dans votre offre, vous auriez dû utiliser pas mal de termes techniques et termes technologiques. Mais comment vous avez réussi à garder cette offre attractive, sachant que votre cible principale, c'est des profils fonctionnels? Donc, comment vous avez pu élaborer cette offre tout en la gardant attractive à leur égard? Alors, l'offre, on l'a voulu attractive et le discours aussi. Donc, je vais vous donner des éléments qu'il y a dans le discours, qui fait partie finalement de l'offre en soi. Hein. Donc, premier, c'est quoi les problèmes? Les trois catégories de problèmes dont a parlé Juliane, hein, c'est le PO au début, on migre et il ne travaille pas, il n'a rien à faire. Et c'est arrivé, on a eu ça. Hein, pendant 6 mois, il ne fait rien. Donc, le gars, il déprime. Ensuite, pendant 6 mois, ils dépriment. Ensuite, on migre, et là, comme ils ont fait un lift and shift, c'est-à-dire que c'est le même code, hein, le code d'avant, qui a été déposé sur Amazon, donc il ne bénéficie pas, il n'est pas en architecture microservice, donc il ne bénéficie pas de toutes les fonctionnalités d'Amazon, donc il n'est pas résilient, et ils ont les mêmes problèmes qu'avant. Peut-être pour moins cher, mais encore, ça ne s'est pas démontré, mais ils ont les mêmes problèmes qu'avant. Ouais. Et donc là, le PO, donc il dit, bon, ils ont fini la migration, je vais pouvoir faire quelque chose. Ah non, tu as 50% de la bande passante qui est prise par la migration technique. Maintenant, on fait, par le refactoring. Non, on fait le refactoring. Il continue à pleurer, le gars. Il n'est pas formé. Hein. Il dit, bon, à un moment donné, il va se pendre. Et puis là, il voit bien que c'est riche, quoi, le cloud. Hein. C'est vrai, il voit tout ce qu'on peut faire. Il est un peu aveuglé comme ça. Et là, ses boss, ils viennent le voir et disent, bon, attends, tu n'as rien à faire, etc. Tu vas nous faire la roadmap produit sur 3 ans, la stratégie, etc. Et là, il lui arrive des sueurs froides parce qu'il voit bien qu'il pourrait utiliser des choses qu'il y a dans les services qu'il y a dans le cloud, mais il ne les connaît pas. Voilà. Donc, ça, c'est le problème. Le deuxième truc, c'est que le PO, alors ça, c'est des problèmes auxquels il va être confronté. Deuxième truc, c'est que le PO, c'est aussi quelqu'un qui travaille, etc. Il dit, pour monter en compétence, pour adresser tous les problèmes dont on a parlé, comment on va faire? Donc, nous, on s'est dit, mais il y a la bande passante aussi du travail de l'investissement à mettre en place,
et des incentives. Hein. Donc, comment on peut l'incentiver et comment… tiens, je vais bien parler anglais. Et comment on peut lui donner de la bande passante ou prendre un minimum de bande passante pour qu'il puisse se former et être plus résilient par rapport aux changements qui vont venir. Ouais. Donc ça, c'était les deux problèmes qu'on voyait avec les PO. Alors les enjeux, on se dit, bon d'accord, mais c'est peut-être pas un problème, hein, remarque. Hein. Bon, il va être confronté à ça, mais si c'est pour 2-3 PO sur Terre, ben non. Le truc, c'est qu'il y a 90% des entreprises qui ont migré sur le cloud qui sont en train de le faire. Bon, maintenant, c'est plié, ça y est, c'est fait, parti. Donc, il y en a 90% qui ont migré. J'essaie de relire mes notes, mais comme j'écris comme un… chaque fois, je dis, tiens, tu devrais écrire mieux. Ensuite, voilà, donc ils ont migré. Le deuxième truc, c'est que le lift and shift, on en a parlé, et c'est un enjeu fondamental, c'est que l'entreprise a investi de l'argent, on lui a promis ça, et au début, elle a un tout petit truc. Et elle est obligée d'investir encore plus pour y aller. Mais elle n'aura jamais le grand truc, elle n'aura jamais la résilience. C'est-à-dire une application qui ne tombe pas du jour au lendemain. Elle aura jamais tous les bénéfices du cloud si elle ne fait pas le refactoring. C'est clair. Donc, elle aura quelque part investi beaucoup pour ne pas avoir grand-chose par rapport à ce qu'elle avait avant. Donc, maintenant, il y a des choix à faire. Ensuite, il y a toute l'innovation, on en a parlé. Finalement, tu peux ne pas investir, tu peux aller dans le cloud et ne jamais utiliser tous les services innovants qu'il y a autour, si tu veux, et tu vas, je pense, perdre beaucoup par rapport à la concurrence. L'autre truc, c'est, je ne sais pas si vous avez observé ça, c'est un truc qui tourne beaucoup, il y a des besoins autour du data-centric, de construire l'entreprise autour de la data. Donc, et ça, c'est un vrai enjeu. En fait, fondamentalement, qu'est-ce qui se passe? Quand on construit les applications, traditionnellement, on dit, mon application, elle va copier de la donnée dans l'application. On bouge, finalement, on amène la donnée dans l'application. Donc, on répète de la donnée partout, comme ça. Data-centric, c'est complètement l'inverse. On stocke la donnée à un endroit, on appelle la donnée d'entreprise. C'est comme une méga base de données de l'entreprise. Et toutes les applications vont aller consommer cette donnée. Bien entendu, les techniques cloud vont aider à stocker ces données. Oui. Alors, pourquoi c'est intéressant de les rapprocher? Parce que comme ça, de rapprocher les données, c'est rapprocher les applications, c'est créer des bridges. Ça va permettre de créer de nouvelles opportunités business. Ça va faire des économies d'échelle, parce que la donnée n'est pas stockée, la même donnée n'est pas dupliquée par autant d'applications qu'il y a, et ainsi de suite. Donc, il y a un vrai enjeu, et ce mouvement, il est très fort. Moi, je pense qu'il est lancé, il est parti. On parle de hub, on parle de data lake, de data hub, de data lake, etc. Ça y est. Donc, ça, c'est le prochain truc qui va arriver. Donc, si tu ne t'intéresses pas à ce mouvement, et si tu n'arrives pas à bien l'implémenter en toi avec les objets cloud, tu risques d'avoir un problème. Donc là, ce sont les enjeux. Alors, après, comment on fait pour adresser ces enjeux? Hamza, merci de me poser la question. Et du coup, comment on fait pour adresser les enjeux? On a imaginé, on s'est dit, il faut qu'on forme notre product owner. Voilà. Okay. Et du coup, en finalité, quelle est la matrice de compétences dégagée par ce one page pour vous, pour un cloud product owner ou bien un cloud product manager? Alors, le product owner, le premier truc, son premier skill ne bouge pas. Il sait construire des produits de manière empirique. D'accord? J'ai utilisé un gros mot, c'est de manière empirique. Ça, c'est son ADN. Qu'il faut bien comprendre, c'est dans tout ce qu'on a vu, dans tous les entretiens et dans tout ce qu'on propose, on ne shifte pas le centre. Le PO reste un PO. Le centre de gravité du PO. C'est un PO avant tout. Ce n'est pas un leader technique. Tu parlais de PO technique. En Scrum, on ne fait pas la différence. Enfin, il y a un PO et un PO technique, c'est pas. Mais donc l'idée, c'est pas que ce soit des PO techniques. Tu vois, c'est surtout pas. Alors, après, on peut en parler parce qu'il y a plein de cas. Après, bon, il y a la théorie et la pratique. Ça bien que la vie, voilà. Mais l'idée, c'est ça. Hein. C'est pas de faire un PO technique. Donc, son centre de gravité, c'est bien je construis des produits de manière empirique, c'est-à-dire en testant les produits auprès de mes utilisateurs.
Le deuxième truc, c'est que mais c'est un PO qui va savoir, qui va comprendre comment le cloud fonctionne. Il comprend l'intérêt du DevOps, il comprend l'intérêt du FinOps, il comprend l'intérêt du SecOps, la sécurité des Ops. C'est ça qu'on veut. L'idée, ce n'est pas que ce soit quelqu'un qui vienne et qui dise « Oh, vous m'embêtez, vous les causes avec vos histoires ». Non, non seulement il les comprend, mais il épouse les mêmes causes et il va tout faire pour les mettre en place. Mais il va le faire en ayant sa logique produit. Vous voyez ? Le troisième truc, c'est l'innovation. Et il connaît tous les produits qu'il y a derrière, tous les produits des cloud providers avec qui il a affaire pour pouvoir monter sa roadmap, pour pouvoir dire ben, et vous savez quoi, là, en machine learning, c'est peut-être pas la peine de réinventer la Lune, hein, le monde. Il y a des services qui existent. Et ben, on prend ce service, on le met là. Donc, pour construire des roadmaps sur 3 ans, sur laquelle il va devoir, des roadmaps produits, sur laquelle il va devoir créer du consensus ou lever, dégager du budget, etc., et bien, qui connaissent tous ces produits, c'est génial. Mais attention, ça ne veut pas dire que c'est lui qui va les implémenter ou qui va les imposer à l'équipe. Encore une fois, il fait sa proposition hein, sur sa stratégie, sur la construction de son produit. Ensuite, c'est à l'équipe de s'accaparer de ça. Voilà. OK. Et donc, ça, c'était sur l'offre. Et du coup, maintenant, alors, d'accord, je pense que vous voulez tous devenir PO. Maintenant, comment on fait, quoi? Comment on fait? Alors, du coup, la suite logique, c'est la formation. Ouais. Donc, c'est toi qui as l'idée ce chantier-là. Est-ce que tu peux voilà, nous en dire un peu plus sur la formation qui serait proposée, à qui elle est destinée? En gros, cette formation elle sera destinée à tous ceux qui ont un rôle dans la conception ou bien dans le développement des applications d'entreprise. Et de ce point de vue, bien sûr, les PO et les fonctionnels ont un rôle très important pour identifier les use cases très pertinents pour chaque entreprise, car elle va leur permettre de comprendre ce que c'est déjà une plateforme de cloud et quels sont les services offerts par cette plateforme. Comme on l'avait dit tout à l'heure, on a migré, c'est bon pour le cloud, qu'est-ce qu'on va faire? C'est quoi la next step? La next step, nous, comme on l'avait vu, c'était un PO qui ne connaît pas le cloud, c'est comme si un PO qui était assis sur un trésor avec des palises ou bien avec des coffres dont il n'a pas les clés ou bien dont il n'a pas les codes pour les ouvrir. Donc, tu as tout un trésor, mais après, tu ne sais pas l'utiliser. Aujourd'hui, nous, cette formation, elle est destinée aux gens qui veulent vraiment en profiter de toute cette richesse pour pouvoir en profiter et avoir de la valeur ajoutée dans ce secteur d'activité et dans les sociétés qui utilisent le cloud. Okay. Du coup, elle est destinée uniquement aux PO, PM, d'après... Pour répondre à ta question, je dois déjà expliquer de quoi elle est composer cette formation pour après, parce que normalement, nativement, on va penser qu'elle est destinée uniquement au POPM. Nous, lorsqu'on avait commencé à créer cette formation, on s'était dit que finalement, pour faire cette formation, il nous faudra 2 socles différents. Un socle commun, un tronc commun. Là, on va faire cette familiarisation avec le domaine de cloud. Qu'est-ce qu'il y aura dans ce socle commun? Il y aura la définition, c'est-à-dire c'est quoi le cloud aujourd'hui? On parle beaucoup de cloud, mais c'est quoi réellement le cloud? C'est quoi une plateforme de cloud? Et c'est quoi? Qu'est-ce qu'il va m'apporter aujourd'hui lorsqu'on parle de migration vers le cloud? Réellement, dans un monde réel, c'est quoi une migration vers le cloud? Une fois qu'on a fini avec la définition, on va passer aux fondamentaux du cloud. Aujourd'hui, c'est quoi les bienfaits du cloud? C'est quoi les avantages de cloud? Qu'est-ce qu'il va m'apporter en termes de mindset aujourd'hui lorsque je vais aujourd'hui côtoyer les services de cloud? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Après, on passe aux services. C'est là où vraiment on a des centaines et des centaines de services. Donc, finalement, on n'est pas obligé de tous les connaître, mais quand même dans chaque secteur, c'est-à-dire lorsqu'on parle de sécurité, on parle de stockage, on parle de machine learning, on parle de gouvernance, on parle de déploiement, on parle de gestion des utilisateurs. Tout ça, il y a une multitude de services. Et je pense qu'il y a un minimum qu'un PO devrait connaître pour pouvoir après orienter ce choix. Même si vous dites depuis tout à l'heure, un PO doit rester un PO et un PO ne doit pas prendre de décisions techniques. Je suis tout à fait d'accord, mais un PO, quand même, il doit savoir, avant de proposer la conception de son application, il sait très bien, au lieu de proposer à ses développeurs d'aller chercher sur le marché, faire un benchmark sur une nouvelle solution que potentiellement on va payer des fortunes pour cette solution, il leur dit, voilà, moi je connais que sur le cloud, il y a tel et tel service, est-ce que vous pouvez me comparer lequel est le plus adapté? Et on va beaucoup parler autour du coût, de la dernière partie, la gestion de coût. Pourquoi? Parce que c'est
toute une culture de coût. Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui pour optimiser mes coûts? OK, il y a des services. OK, je connais tous les services. Mais à quoi ça sert, par exemple, d'avoir un Ferrari pour aller acheter des baguettes? C'est exactement la même chose sur le cloud. Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai besoin vraiment de ce service et de payer une telle facture? Ou bien non. Pour moi, j'en ai pas besoin et potentiellement un truc fait maison fera l'affaire. Donc aussi, il faudra avoir cette culture. Ça, c'est notre tronc commun. Et il y a après la partie spécialisation, dont on va parler après avec un peu plus de détails, comment on a créé des spécialités pour chacun de nos PO. Et c'est là où je reviens à la réponse de ta question. En regardant ça, on s'était dit le tronc commun, finalement, il n'est pas uniquement destiné au POPM, il est destiné à toute personne qui va travailler avec le cloud, c'est-à-dire les développeurs, les profils tech, les PO, les PM, les RH aussi, qui vont faire les entretiens, les business managers qui vont faire des entretiens, que ce soit avec les consultants, avec leurs clients. Et c'est pour ça, aujourd'hui, dans notre premier lab de formation, on a embarqué tous ces échantillons-là. Aujourd'hui, dans notre formation, on a des profils tech, on a des PO, on a des RH et on a des business managers. Et ça fonctionne très, très bien. La deuxième partie, la spécialisation, c'est là où elle devient vraiment dédiée spécialement et uniquement pour les product owners et les product managers. OK. On y reviendra, je pense, plus tard aux spécialisations. Mais avant toute chose, est-ce que c'est une formation qui a été construite maison, qui est opérée par des consultants d'AVO ou des devs ou voilà, ou est-ce que c'est comment elle a été travaillée, comment elle a été construite parfois? Effectivement, on a fait beaucoup d'itérations. On a échangé beaucoup avec Cyril. Au départ, on était totalement focus sur tout ce qui est business. On a essayé de trouver des formations vraiment destinées PO/PM. Et après, on s'était rendu compte qu'avec le socle commun, le tronc commun, non, finalement, il nous faudra vraiment une formation générique qui va parler à tout le monde, à n'importe quel profil, à n'importe quel background. Et du coup, c'est là on s'était dit, finalement, ça ne sert à rien de réinventer la roue. Et on a regardé directement sur le marché. Et c'est là où on a trouvé 3 acteurs majeurs sur le marché, qui sont Amazon, Microsoft et Google. Et là, la décision elle est devenue beaucoup plus simple parce qu'on est partenaire Amazon. On s'était dit que potentiellement, on va partir dans un premier temps sur la practitioner Amazon. Ce sera ça notre tronc commun dans un premier temps. Et après, par analogie, si je connais, par exemple, je donne un exemple. On forme nos POPM ou bien sur une plateforme Amazon. Demain, il part chez le client, il retrouve un cloud à Microsoft ou bien Google. Logiquement, les services ne vont pas beaucoup différencier. Et avec 2 petites recherches, par exemple, ils cherchent un service équivalent à SageMaker ou bien Apuli ou bien Alex, ils tapent équivalent SageMaker Google, équivalent S3 pour le stockage Microsoft. Normalement, il va retrouver la même. C'est vraiment une philosophie qu'on veut faire passer. Et donc là, le choix a été fait sur le fait qu'on va embarquer Amazon sur la première partie et aussi sur la deuxième partie. C'est là où la spécialisation, ce n'est pas un truc qui aujourd'hui démocratisé sur le marché. Il n'y a pas de formation dédiée vraiment vers les spécialisations qu'on veut faire. Et du coup, on s'était dit, le mieux, c'est qu'on aura un partenaire avec nous qui va nous accompagner et qui va valider avec nous ce parcours de spécialisation. OK. Et justement, toi qui as, déjà, tu as un profil tech, mais en plus, tu as participé à cette session de formation avec d'autres, d'ailleurs, avec d'autres PO, RH, etc. Pour un PO ou pour un product manager, qu'est-ce que concrètement tu pourrais donner comme exemple pour comprendre au quotidien les plus que cette formation pourrait leur apporter? OK. Surtout, je vais parler dans un premier temps du tronc commun. On a parlé beaucoup de la définition des fondamentaux. Nous, ce qu'on va apporter, c'est vraiment un mindset. C'est-à-dire, demain, le PO et bien le PM Cloud, il va intégrer les 4 valeurs ou bien les 4 avantages du cloud dans sa phase de conception et de construction des applications. C'est quoi ces 4 valeurs? C'est la haute disponibilité de tous les services. C'est-à-dire que lorsqu'il doit comprendre, oui, lorsque je vais concevoir une nouvelle application, mon application, elle doit rester à tout prix disponible en H24, 7 jours sur 7. Ça, c'est un petit principe. Après, il y a aussi l'élasticité, c'est-à-dire où je ne dois plus me prendre la tête à essayer de prévoir, ou bien improviser combien de capacités j'aurai besoin en temps de charge. Non, dans un mois, non, pour le moment, prends ce que tu as besoin. Et le lendemain, s'il y a une modification avec l'élasticité sur le cloud, on est capable vraiment d'augmenter, faire un autoscaling soit à la fois horizontal ou bien vertical. Horizontal en rajoutant le nombre de ressources, ou bien vertical en upgradant la ressource en elle-même. On va rajouter un peu plus de hardware.
Il y a aussi l'agilité. Donc, dans tout ça, donc, voilà, dès qu'on parle de cloud DevOps, on parle aussi d'agilité et de la capacité d'accélérer le time to market. Et aujourd'hui, un vrai problème, moi, en étant à la fois Scrum Master, Release Manager, Release Train Engineer, dès que je parle avec les POPM, on parle, oui, aujourd'hui, notre plus grand problème, le time to market. Avec le cloud, il y aura pas mal de solutions qui vont nous aider à mettre en place déjà un time to market, parce que généralement, ça n'existe même pas, le time to market, et aussi après à l'accélérer. Et le dernier point, c'est la durabilité, c'est-à-dire de penser que nos données vont rester là pendant des années et des années. Donc ça, c'est le mindset. Après, en termes de services, on peut parler de plusieurs services au quotidien qui peuvent impacter un PO ou bien un PM. On peut parler, par exemple, pour les services de computing, on peut parler de Lambda. Un PO, pour moi, demain, il va proposer à son équipe qu'il a besoin d'une petite fonctionnalité qu'il faudra mettre en place, mais qui va, par exemple, requêter les bases de données. Au lieu d'aller et chercher de réinventer la roue, il va leur dire, voilà, je connais un service qui est Lambda aujourd'hui qui va me permettre vraiment de compiler n'importe quel type de code sur le browser. C'est serverless, on s'en fout. On n'a pas à se casser la tête à essayer de chercher combien de RAM on va mettre sur le serveur, combien de stockage, combien de CPU. On va le mettre directement sur Lambda parce que je connais bien ce service. Il est serverless. On va mettre ce bout de code, il va tourner, il va faire l'affaire. On peut aussi parler d'un PO qui atterrit chez une société qui veut, par exemple, mettre en place un réseau social en interne de la société. Et lorsqu'on commence à écrire les specs, on va potentiellement aussi parler de stockage et de base de données. Au lieu d'aller chercher, par exemple, un prestataire externe chez, je sais pas moi, PostgreSQL, MySQL et tout ça, le PO qui fait notre formation va être conscient qu'il y a un service qui s'appelle Neptune, qui est dédié vraiment au service de base de données orientées réseaux sociaux et médias, qui fait avec ça. Pareil, dans un cadre où, par exemple, mon PO, il sait très bien qu'on travaille dans le cadre d'un virtual private cloud, donc tout est sécurisé, mais il a besoin que ces données soient exposées à Internet ou bien que ces données communiquent avec Internet. Il ne va pas demander à faire une study technique ou bien un spike au développeur, comment je pourrais faire ça. Non, il a fait la formation, il sait très bien que pour accéder aux données, il suffit d'utiliser Internet Gateway pour faire ça. Je reviens à l'exemple, par exemple, de tout à l'heure de la Ferrari pour acheter les baguettes. Par exemple, on va parler de stockage, de système de stockage. Un PO, pour moi, qui fait du cloud, il doit savoir aujourd'hui, est-ce que j'ai besoin d'un système standard S3 pour stocker mes données? Ou là, je paye une fortune parce que j'ai besoin de mes données tout de suite et qui vont durer, par exemple, pour l'éternité. Ou bien non, ce sont juste des données de backup. Il y a un glacier, serait vraiment suffisant. Et donc là, je pourrais faire jusqu'à 75% d'économie. Donc tout ça, ce sont, OK, des choix techniques, mais un PO qui arrive à son équipe avec toutes ces solutions et qui connaît tout ça, ça va vraiment faire gagner du temps. Et là, on revient au principe du mindset, c'est qu'il va accélérer mon time to market aussi. Après, on peut parler aussi de tout ce qui est en rapport avec le machine learning. On peut mettre en place un chatbot. Au lieu d'aller chercher une solution externe, il va me dire, voilà, j'ai vu sur Internet, il y a une telle solution. Et non, il sait que, par exemple, il y a Lex qui fait ça. Il va préparer ces données, comme l'a dit tout à l'heure Frère, pour être analysé, pour mettre en place de l'analytics. Au lieu d'aller chercher un peu partout, il va te dire non, on a Glue aujourd'hui qui fait ça pour préparer mes données. Et la liste, elle est vraiment longue, longue, longue. Et par exemple, je prends un exemple, là, on a parlé, c'est bon, on a migré vers le cloud, mais même un PO aujourd'hui qui va faire notre formation, il sera capable de convaincre sa DSI de migrer vers le cloud. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien qu'il y a aujourd'hui des outils comme Cost Calculator ou bien le TCO, le Total Cost of Ownership, qui est capable aujourd'hui de te faire un devis sur ta migration vers le cloud et de faire un calcul. Par exemple, ou bien on veut rajouter un service auquel on n'est pas aujourd'hui souscrit. Il sait qu'il y a le marketplace qui va me permettre de tester cet outil en version d'essai ou bien un truc gratuitement avant de s'y lancer. Donc, tout ça aujourd'hui, ça fait partie de l'impact de notre formation sur le quotidien d'un PO ou bien d'un PM qui est dans une entreprise qui a déjà fait sa migration vers le cloud ou bien qui envisage de migrer vers le cloud. Ok. Oui. La formation sur les PO, c'est très bien aimé. Quand même, j'ai une doute. Comme vous avez dit, c'est les PO qui arrivent et disent aux développeurs, j'ai besoin d'aller en base de données, vous mettez Lambda pour les bases de données.
Moi, c'est plutôt la formation, c'est double formation, formation PO et formation développeur équipe technique. Je suis d'accord et pas d'accord à la fois, et je t'explique pourquoi. Je suis d'accord, oui, normalement, c'est les devs qui vont faire ce choix, mais moi, ce que j'essaie de dire depuis tout à l'heure, c'est que lorsque le PO déjà arrive avec une idée et qu'il comprend très bien son sujet, il n'a pas l'impression qu'on est en train de l'arnaquer. Oui, oui. Donc, il peut arriver en challengeant. Il dit, moi, je connais cette solution. Si vous avez des arguments pour me convaincre qu'il y a une meilleure solution, moi, je suis preneur. Et là, il pourrait vraiment y avoir un échange très riche entre PO et IT, au lieu aujourd'hui voilà, exposer le besoin et après les devs qui reviennent avec une liste longue comme un bras pour dire non, ça se fait pas, ça, on ne peut pas le faire, ça, il n'y en a pas la licence, ça, l'externe service, il n'est pas encore exposé. Et nous, c'est ce qu'on essaie d'expliquer. Avec cette formation, on va éviter de perdre tout ce temps-là parce que notre PO, il est bien formé, il connaît très bien les services, il connaît surtout comment les faire synchroniser ensemble. Et ils ont le même vocabulaire. C'est ça qui est intéressant. C'est là où on les rapproche. Hein, ce que je disais tout à l'heure, aligner, les rapprocher, les rendre congruents. Ils vont utiliser le même vocabulaire. C'est ça. Il y avait une question aussi. Oui, je suis tout d'accord avec le monsieur, puisque l'approche que vous avez depuis tout à l'heure est très, très intéressante, surtout en termes de mindset et de vocabulaire commun avec l'équipe IT. Sauf qu'on se rend compte de plus en plus quand même que il y a beaucoup d'enjeux autour de la migration cloud, vous avez parlé du FinOps, même de la sécurité. Et donc, malgré tout, il y a quand même le PO, il arrive avec son besoin. Je veux poser des données sur le cloud. Il donne ça forcément comme besoin, comme use case à son équipe. D'ailleurs, il y a un échange qui se met en place. Je veux dire, depuis tout à l'heure, j'ai l'impression que vous mettez vraiment le PO, c'est une impression peut-être, le PO vraiment à part de l'équipe, alors qu'on le sait très bien avec le DevOps, avec l'agilité étendue à la production, finalement, c'est une équipe complète. Une équipe, c'est un PO, c'est une équipe de dev, quand on a de la chance, c'est des PO, mais on a un Scrum Master en plus. On a quand même une certaine unité. Et donc, attention à ne pas non plus mettre un PO trop technique, parce qu'au bout d'un moment, le PO, son boulot, c'est encore une fois de garder la vision produit. Il y a la vision technique qui est partagée peut-être avec un Scrum Master, mais attention, après, on a la même rien lu. Hein. Ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que de comme ça, on a vraiment l'impression que le PO, je vous le dis, hein, le PO d'extérieur fait très OK, il va connaître des services, je vois mal un PO arriver et dire on va mettre en place Lambda. Parce qu'il y a peut-être des choses qu'il ne comprend pas sur la vision technique du produit, les embranchements qu'il peut y avoir, les effets de bord, surtout de plus en plus sur nos produits, et surtout quand il y a un produit qui a été mis en lift and shift, où il y a, en fin de compte, c'est un produit qui est encore malade et qui peut encore soigner. Donc, je veux dire, c'est ça en fait, et c'était un peu la réflexion que j'avais aussi. C'est que c'est hyper intéressant et le côté mindset est excellent. Je pense que c'est ça qui manque. Le côté connaissance en fin de compte du cloud pour les PO, c'est exactement ce qui manque. Par contre, attention de ne pas faire un PO vraiment un membre de l'équipe de dev. C'est pas du tout. C'est l'intention. L'intention est vraiment. Dans les entretiens, ça a été remonté. On n'a peut-être pas assez souligné parce qu'on voulait vraiment faire le focus sur le PO, mais il n'est pas un substitut du leader technique ou de la décision technique. Il ne prend pas la décision technique, surtout pas. Et il n'est pas là pour aligner les devs. Il n'est pas là pour dire fais ça, surtout pas. Il faut que la discussion ait lieu pour que l'engagement ait lieu, etc. Donc on garde les mêmes mécaniques, mais comme tu l'as dit, c'est de la culture, c'est de l'acculturation. Oui, puis c'est les données. On le voit en fait, les équipes on le voit de dev. C'est vrai qu'à l'ancienne, il y avait vraiment dans les entreprises la DSI, le métier qui décidait pour la DSI et la DSI qui faisait. Maintenant, avec le cloud, avec le DevOps, justement, ça devient de plus en plus l'inverse. Ou alors, ça s'équilibre. Enfin, moi, je le vois. C'est en cours, on est d'accord. Mais c'est quelque chose qui commence à s'équilibrer. Et en fait, on se rend compte que finalement, au bout d'un moment, le PO qui était quand même côté métier rentre dans l'équipe. Il y a une vraie synergie qui se fait. Par contre, chacun son rôle. C'est ça, en fait, auquel il faut faire attention, parce que sinon, après, on recrée encore une fois un déséquilibre. On se retrouve avec un PO qui est ultra technique. Je le vois, hein, chez moi, j'en ai des ultra techniques qui sont très bons pour faire du PO. Par contre, ils sont trop orientés techniques, pas assez besoin métier, business value, et donc au bout d'un moment, c'est des équipes. C'est une remarque. Mais, on est très aligné avec ça. Enfin, moi, en tout cas, je suis vraiment très aligné. C'est exactement l'intention derrière la démarche. C'est vrai que je trouve ça très intéressant ce que tu dis.
Et effectivement, je suis complètement en phase avec le propos. Nous, l'intention, c'est de faire du PO une espèce de totem qui va venir acculturer tout le monde de l'entreprise sur les bénéfices induits par les services managés du cloud. C'est tout à fait ça. Et effectivement, le lift and shift, aujourd'hui, on hérite de la douleur qu'il y avait sur l'on-prem. Et du coup, les services managers ne vont pas pouvoir les exploiter après cette migration, parce que c'est encore trop tôt. Ensuite, il faut péter le monolithe. Alors peut-être en faire un monolithe un peu distribué, après je vais faire un peu. Et le rôle, à mon sens, du PO, du CPO de demain, c'est d'être en capacité de susciter l'éveil des métiers. C'est un animateur. Hein. Exactement. En disant, attendez les gars, plutôt que de faire de la reconnaissance faciale, je ne sais pas, en partant sur un framework RSDK, regardez un peu ce qu'on fait côté AWS, regardez ce qu'on fait côté Azure, parce qu'à un moment donné, on va parler aussi de cloud, etc. Et son rôle, le PO, à mon sens, c'est de favoriser l'accélération des directions métiers qui deviennent technociles, d'une certaine manière, de démocratiser l'usage du cloud, et puis ensuite, d'être en plus garant de l'adoption du cloud au sein des métiers. Parce que c'est ça dont il s'agit à un moment donné. Je vais déjà prendre l'exemple du moteur de chatbot conversationnel. Quelqu'un qui part, hormis les startups dont c'est le métier, dont c'est le cœur de métier, les chatbots, les moteurs NLP, LLU des cloud providers répondent à 99% de n'importe quel usage. Donc, à mon sens, c'est vraiment le rôle du PO de dire attention, calmez-vous. Ouais, c'est ça. On est On d'accord. n'a pas réinventé la roue, on a payé un truc qui nous a coûté extrêmement cher, parce que ça coûte très cher le cloud. On va tuner l'usage pour le faire correspondre un peu comme avant. Pour faire de la gestion de contenu, on n'avait pas écrit un CMS, on allait prendre un CMS et puis 95% des cas, ça fonctionnait bien. Là, c'est pareil, sauf que la bibliothèque de service est beaucoup plus basse et beaucoup plus facile à implémenter. Vous voyez, là, juste le cas très, très classique. Et ce que j'ai vu dans d'autres entreprises et dans la mienne. Il y a du listing. OK, décision d'entreprise, on part sur AWS ou sur un autre cloud. Vous avez 1 an pour le faire, vous fermez votre gueule, vous faites. OK, les équipes, elles le font. Elles migrent, elles font du listing. Elles ne se posent pas de questions. Elles appliquent, elles le font. Après avoir migré, il y a un PO, en effet, qui est très acculturé, qui arrive, ou même quelqu'un du technique, un Scrum Master qui arrive, très acculturé, qui se dit, mais est-ce qu'on a bien fait de migrer ça? Est-ce qu'il y a de l'usage? Est-ce qu'il y a des choses? On ne parle pas de technique, on parle d'usage, on parle de, OK, qu'est-ce qu'on veut faire de ce produit? Et je vous garantis, 80% du temps, l'outil qu'on a migré, là, finalement, il ne sert à rien. Pourquoi est-ce qu'on avait ça? Donc, on va le décommissionner. Donc, OK, c'est important, en effet, qu'un PO ait ce regard technique pour justement pas se faire balader. En effet, ça, je suis tout à fait d'accord. Par contre, il y a avant toute chose, c'est le côté mindset, le côté agile, le côté valeur, le côté ROI, TCO, innovation. Équipe aussi. Passer sur lesquels, ça veut dire changer les équipes aussi. Changer les compétences. Exactement. Analyse des compétences nécessaires pour gérer une application en cloud demain. Et ça, c'est top ce que vous faites. Ce que je veux dire, c'est que le PO, c'est un métier de plus en plus complexe, et ça, vous l'avez bien vu. Mais attention à pas à lui donner une couleur qu'il ne faudrait pas. En fait. Je ferme la parenthèse rapidement. Nous, notre objectif, c'est d'éviter ce qu'a dit le monsieur tout à l'heure, d'avoir dans l'équipe un product owner technique avec le PO, déjà, ou bien un proxy PO, ou bien, je ne sais pas, ton rôle, normalement, c'est un développeur dans l'équipe, c'est ça? Oui. Ah non, je suis product manager. OK. Autant de fois, moi, je suis passé, j'étais développeur, et après, je suis passé par plusieurs rôles. Je pense que tous ceux qui ont fait de la tech, ils sont toujours remontés à leur DSI. On a besoin aujourd'hui de quelqu'un qui va traduire les besoins du PO à des besoins techniques. Un MOE, bien un business analyst, appelez-le comme vous voulez, mais on a marre aujourd'hui de le PO qui arrive et nous balance une idée de son bac à sable telle qu'elle est, sans faire la moindre analyse. Et aujourd'hui, c'est le mindset nous qu'on veut incorporer à nos PO. Ce n'est pas vraiment qu'on va prendre la décision à leur place. Désolé si je me suis fait mal comprendre. Non, c'est de venir challenger. C'est de venir avec des idées déjà. Que je comprends très bien ce que je vous faites aujourd'hui. Je sais aujourd'hui qu'on est sur un
nouvelle plateforme. Je vous propose, après, c'est vous, la tech. Si vous avez d'autres solutions, allez-y, c'est à vous. Bien sûr, après, on sait très bien que le PO, il ne peut pas rentrer dans des détails d'architecture ou bien dans des détails de synchronisation entre les services ou bien de capacité de combien de machines ou bien de combien de data centers on a besoin. Mais le fait qu'il arrive déjà, il comprend que, par exemple, pour exécuter du code, on a un service comme Lambda qu'on pourrait le faire, ou bien pour le stockage de bases de données, déjà, il comprend qu'une base de données relationnelle, ce n'est pas une base de données NoSQL, ce n'est pas une base de données basée sur des graphes. Donc déjà, c'est pas mal du tout. Après, bien sûr, la décision tech, elle reste pour du tech. Sans le connaître, même qu'il en a entendu parler déjà. Oui, c'est ça, mais voilà, c'est exactement ça. Je pense qu'on dit la même chose. On dit la même chose, on est. Ce que les SQL, en fait, déjà, rien qui sache ce que c'est. C'est ça, c'est exactement ça l'idée et que ça crée. Dans l'agilité, juste une seconde, dans l'agilité, on parle beaucoup de la co-construction. Comment on pourrait faire de la co-construction si on ne parle pas le même langage, si on ne partage pas les mêmes connaissances? C'est ça l'idée, c'est que d'être plutôt dans l'action que dans la réaction. C'est juste ça. Mais le PO, rassure-toi, il ne va pas prendre les décisions pour l'équipe de développement. Oui. Ouais. Est-ce qu'on fait ça parce qu'on a peur de voir le PO disparaître petit à petit? Je ne pense pas. On fait pour la gestion de l'ego dans une entreprise. Parce qu'on vient avoir des propositions, dire oui, ça c'est ça. On sait très bien que dans une entreprise, c'est scindé, il y a une équipe DevOps, il y a une équipe qui gère ça, on n'a pas forcément envie que, je ne sais pas, moi je suis chez le pâtissier, je n'ai pas envie que la personne qui vend les baguettes devant vienne me dire comment je dois faire je sais pas, mon millefeuille, par exemple. Le premier point, je vais te répondre pas avec ce qu'on a fait sur les formations, mais avec l'agilité. Tout à l'heure, Frédéric, il a parlé du process empirique, et c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Là, aujourd'hui, on se base sur nos expériences, sur ce qui s'est passé pour essayer de s'évoluer. Et dans l'agilité, si on ne fait pas de l'amélioration continue, c'est que vraiment, on a perdu quelque chose, on a loupé un truc. Donc aujourd'hui, ce n'est pas vraiment qu'on a peur que le rôle du PO disparaisse, mais on est en train de challenger le rôle du PO dans une approche d'amélioration continue. C'est juste ça. Et de faire en sorte que le PO reste quand même à la page, reste dans l'actualité, reste informé. Enfin, c'est hyper important aujourd'hui que même si le PO ne prend pas les décisions techniques, etc., et travaille de concert avec l'équipe de dev, c'est quand même une équipe. À la base, c'est un peu ce que tu disais. Il travaille au service du produit, ce que tu disais aussi. Et le PO, c'est obligatoire aujourd'hui de rester formé aux techniques, sachant quand on se dit quand même que 90% des entreprises en France, source Gartner dit que 90% des entreprises ont migré ou sont en train de migrer dans le cloud. Clairement, ça veut dire que maîtriser le cloud, c'est hyper important pour le PO aussi, comprendre de quoi on parle, un peu ce qu'on a dit, avoir un vernis. L'idée, c'est pas qu'il développe derrière et qu'il aille forcément choisir les microservices, etc. Mais en tout cas, qu'il soit sensibilisé et c'est important qu'il comprenne comment son produit est construit, combien il coûte, avoir toujours cette logique de rentabilité, etc. Enfin, avoir toutes ces notions, c'est juste primordial. Et du coup, alors pour moi, le PO, c'est pas, il va pas piquer le métier aux devs et les devs vont pas aller. Enfin je veux dire, chacun son métier, c'est un travail d'équipe. L'idée, il n'y a pas de concurrence en fait. Moi, c'est ce que je vois en tout cas dans les équipes dans lesquelles j'ai pu travailler, c'est vraiment se dire, on est au service du produit, au service de la valeur, au service des clients. Et il n'y a pas, pour moi, ce serait malsain que d'imposer cette relation de supériorité ou d'infériorité entre les membres de l'équipe, pour le coup. Et le troisième point, c'était quoi, le dernier point? J'ai l'impression que faudra leur expliquer. Ouais. Lambda, par exemple, tu as pris l'exemple de Lambda et c'est très bien. Si ta solution aujourd'hui, elle fait son boulot et qu'on n'a pas de souci, rester sur la même solution, c'est la meilleure solution pour moi. Il ne faudra pas se prendre la tête pour aller d'autres. Et après, s'il y a des problèmes de scalabilité, par exemple, et en temps de charge, là, la solution, peut-être, je suis sûr et certain, elle va craquer tout de suite. Par exemple, ils ont la chance de passer sur la télé. On l'a vu, ça, on l'a vécu. Pas mal d'applications, ils passent dans une émission de télé et le lendemain, on entend parler sur Paris 20, le Figaro, que l'application elle a été down pendant toute la soirée parce que c'est la première fois de leur vie, ils n'ont jamais prévu un pic d'affluence comme celui-là. Tu vois? Donc, c'est là où vraiment tu as besoin de penser le cloud. Moi, j'étais chez Se Loger, ils avaient un problème, c'est qu'ils avaient un pic de charge après le journal de 20h. Apparemment, tous les Français cherchent des nouveaux
logement après le journal de 20 heures. Et c'était vraiment pendant cette petite phase de 30 minutes après le journal de 20 heures où ils ont besoin d'augmenter vraiment la capacité de tous leurs serveurs et d'avoir vraiment un vrai load balancing. Et après, pendant toute la journée, vraiment, ils ont besoin de baisser jusqu'à moins 70%. Est-ce que tu as une autre solution, hormis que le cloud, qui pourrait te faire ça? Ben, vas-y. Donc, il faudra vraiment arriver avec des faits marquants pour donner la valeur ajoutée. Pourquoi je fais ça? C'est juste ça. On a répondu à tes questions? Ouais. Elle n'est pas Alors, compatible. alors, il y en a deux. Alors, peut-être, attends, on me dit dans l'oreillette, attends, Géraldine. Alors, oui, ils ont faim, ils ont soif, il faudrait clôturer. Ouais, d'accord, bah, alors, voilà. On ne sait pas si le client est satisfait parce que c'est lui qui va payer, c'est lui, c'est ça. Alors, la démarche, elle est toujours. L'idée, ce n'est pas de changer le fonctionnement du PO. Hein. Encore une fois, on est plutôt dans l'acculturation. Donc, le problème du client, il l'avait avant, il l'aura après le cloud. Il a déjà les outils pour faire ça. Donc, la démarche empirique, je vais rapidement en production, je vais tester mon produit auprès des utilisateurs pour voir leur comportement. Le PO, donc, ça ne change pas. Il va utiliser les mêmes techniques qu'avant. Puis d'ailleurs, ce sera même son activité principale. Hein. Il n'a pas une activité, son activité principale, ce ne sera pas de faire du cloud. Hein. Oui, le PO reste au service du client pour identifier quelles sont les features qui lui apporteront le plus de valeur, etc. Donc, le PO reste au contact quotidien des clients pour collecter les besoins, les challenger et pouvoir derrière prioriser. Après, tu auras plus facilement, il y a des outils qui te permettent de faire ça sur Amazon, de faire de l'A/B testing, des trucs comme ça. Tu vois, donc, il y a plein de facilités aussi pour aller questionner l'utilisateur final, le client final. Par exemple, si en 2020, on va migrer cloud, on ne va pas laisser le client pendant une année sans le tenir au courant, sans souder, sans voir si on a un but de quoi? Si on a en gros, quand tu de migrer. En général, alors la migration, comme on en a parlé, le problème, c'est que dans le monde idéal, on migrerait intelligemment. C'est-à-dire, on dirait, mais ça, on ne le fait pas, ça, c'est une fonctionnalité. Au lieu d'aller migrer des trucs, de mettre de l'argent dans des fonctionnalités qu'on n'utilisera pas en production, mettons de l'argent dans le refactoring de suite de fonctionnalités qu'on va migrer qui nous rapportent plus d'argent. Bon, ça, c'est une décision intelligente qui, pour l'instant, n'est pas prise en entreprise. Donc, effectivement, le premier jeu, c'est déjà on migre. Un peu bêtement, je pense, c'est un peu ce que tu disais, ou brutalement, bloom. Puis là, on voit qu'on a les mêmes problèmes qu'avant, voire même plus de problèmes. Et à partir de là, commence le vrai travail. Et pour ceux qui vont s'en sortir, le vrai bonheur, c'est vraiment des choses exceptionnelles à mettre en place. Et moi, je pourrais juste ajouter, parce que ce que tu as dit, Hamza, c'était intéressant. En fait, il ne faut pas oublier que le PO, il est au service non seulement de son client, donc celui pour qui il bosse, mais aussi le client final qui va consommer en fait le produit de l'entreprise. Hamza, il bossait chez Se Loger. À la base, un client, il y a un pic d'influence entre 20h30 et 21h avant du dimanche soir. Ouais. Le service club, là, il prend tous ensemble d'avoir de la capa beaucoup plus importante à ce moment-là, parce qu'à la base, on vend du bien immobilier. Voilà, et on veut que notre application elle reste disponible. Donc, exactement. On revient au principe du cloud, la haute disponibilité et l'élasticité. Okay. Alors, il y avait juste un dernier point qu'on voulait préciser, c'était sur les spécialisations. Oui. Ouais, parce qu'en effet, on a parlé du tronc commun, mais en fin de compte, on a trouvé des spécialisations. Les spécialisations, donc nous, chez Davio, on a identifié 3 spécialités. Il y a le CPU, CPM e-commerce, CPU, CPM machine learning, intelligence artificielle et CPU, CPM enterprise application. Pourquoi ces 3 spécialités? C'est que parce qu'on a regardé déjà nos PO, aujourd'hui, ils sont chez qui et ils font quoi chez nos clients. Nos clients, ils ont besoin de quoi? Et après, on a analysé aussi les interviews et on s'est dit, voilà, aujourd'hui, il y a ces 3 spécialités. Il y a un parcours de formation qui est déjà finalisé, c'est le CPU, CPM e-commerce. Et là, le choix d'Amazon s'est avéré très pertinent parce qu'ils nous ont accompagnés sur le choix des modules à valider pour devenir un CPU, CPM. Je vais les citer rapidement. Il y a Personalize qui fait de la personnalisation en temps réel sur les sites ou bien les applications sur le cloud. Il y a aussi le Cloud Search, c'est-à-dire de mettre en cloud l'outil de searching sur une application, bien sûr, un site web. Il y a Amazon Lex, qu'on a dit, et qui va être intégré avec Amazon Connect pour tout ce qui est chatbot
et service client. Donc, la mise en place d'un service client à l'échelle. Amazon, ils ont validé ce parcours avec nous. Ils ont aussi donné un service d'accréditation qui va nous permettre derrière, à chaque fois où il y a quelqu'un qui suit ce process, il y a une sorte d'accréditation Amazon qui dit, ben voilà, on certifie que cette personne, il a fini tel module, tel module, tel module. Et on est aussi en train de travailler avec eux. On a lancé une idée de faire un système de badging en interne. C'est-à-dire que Davio, elle reconnaît via un badge fourni par Amazon que ce CPO, CPM, il a fini son parcours de formation CPO, CPM, e-commerce, ou bien machine learning, ou bien enterprise application. Enfin, je voudrais remercier tous ceux qui ont participé vraiment à ce chantier, à tous ceux qui ont fait confiance à Cyril lorsqu'il est venu nous voir au mois de janvier avec une simple idée. Moi, personnellement, ça fait 8 ans que je suis là, donc je connais très bien à chaque fois. Il va nous parler d'une idée, ça va cartonner, mais il y en a des gens qui sont venus là dernièrement, donc je les remercie. Je remercie donc toute l'équipe offre, l'équipe interview, l'équipe formation, tous ceux qui sont présents déjà avec nous, Nala, Violaine, Mohamed, Alexandre Nadidé aussi, il y a Christiane, Samuel aussi qui a participé avec nous et Richard qui ont participé avec nous dans les formations. Voilà. Et voilà, donc bravo tout le monde pour ce beau travail.